Bonjour à toutes et à tous, vous y êtes et nous y sommes. Bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury pour ensemble avec notre invité qui est avec nous ce matin décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Avec lui, nous allons revenir sur la passation de service à la primature avec bien sûr les conseils du sortant aux nouvelles élus. Nous allons également parler sur le plan social de ce qu'on peut appeler risque encouru par les populations par rapport à la proximité des stations d'essence, d'où le sujet problématique de stations d'essence en pleine ville, danger et risque. Nous allons l'aborder et puis faire également un tour dans la capitale au niveau d'Atikoumé, au niveau donc des passages à niveau, pour voir à peu près les dangers que causent ces rails qui sont positionnés obliquement par rapport à la route, ce qui complique la vie aux usagers. Nous allons donc en parler pour éveiller un tout petit peu la conscience des uns et des autres et surtout interpeller ceux qui doivent prendre leurs responsabilités afin que ces installations ne constituent pas une source de danger aux populations ou aux usagers de la route. Voilà donc les sujets autour desquels nous allons concentrer nos échanges ce matin. Et comme nous n'avons pas de journal qui nous est parvenu pour la une, nous allons rapidement vous présenter notre invité. Mais avant de vous présenter l'invité, nous vous disons tout simplement que nous sommes en direct depuis la ville de Thiévié dans la préfecture de Zior, plus précisément dans le quartier Pali. Et cette émission peut être suivie sur les ondes de radio KNTB à Lomé, radio VGK à Palimé, radio Lumière à Anéron, et puis sur le web de lien, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Et comme nous le disons depuis la semaine dernière, nous sommes intéressés ces derniers jours par le site www.togo-6online.co.uk qui également s'intéresse à nos émissions. Bonjour donc, ceci étant dit, à tous les Togolais de la diaspora, faites comme chez vous. Bienvenue donc. Nous avons avec nous déjà en studio le directeur général de Togo Vision et directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, Ildefonse Akpaki. Bonjour et bon retour, doit-on dire. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de KNTB. Et voilà, avec vous rapidement, comme je l'ai dit, nous allons revenir sur la passation de service. Vous avez suivi l'entretien en présence des journalistes entre le Premier ministre sortant Artem Kwesi-Sélagodi Aoumé Zounou et l'entrant, si on peut l'appeler ainsi, c'est l'homme Komi Klassou qui quitte son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale pour devenir Premier ministre. Quelle lecture politique vous en avez faite? Merci pour l'occasion que vous m'offrez parce que ça fait un bon moment que... Oui, depuis avril. Depuis avril que je n'ai plus mis pied là et partagé avec vous les avis des uns et des autres. Merci. Je crois que, comme tu as dit tout à l'heure, on s'est transporté à la primature la dernière fois pour assister à la passation de témoins entre l'ancien Premier ministre, M. Artem Aoumé Zounou, et le nouveau Premier ministre, M. Selom Komi Klassou. Je crois que des propos ont été tenus sous forme de conseil et des révélations aussi ont été faites. En termes de propos qui ont été tenus sous forme de conseil, je fais d'abord une petite remarque sur ce que le Premier ministre sortant, M. Artem Aoumé, a dit par rapport aux deux élections qui ont eu lieu sous son autorité en tant que chef du gouvernement. Élections législatives de 2013 et élections présidentielles du 25 avril dernier. Par rapport à la dernière élection présidentielle, j'ai été ahuri, éberlué d'entendre le Premier ministre dire que cette élection s'est bien déroulée. Et ça a été un constat partagé au niveau de tous les observateurs, également des institutions de la République et internationales. Je crois pour ce qui concerne les observateurs que leur mission était uniquement arrêtée au niveau de la supervision. Et tout ce qui s'est passé après la supervision de cette élection, je veux parler des résultats qui ont été donnés par M. Tafa Tabiou. Les observateurs internationaux, pour la plupart, n'étaient pas là. Mais pour ceux qui étaient nationaux, qui ont suivi, doivent relever ce spectacle immonde
Vous voulez parler de l'introduction du premier vice-président de la CENI, justement, en pleine cérémonie sur les écrans de la télévision nationale. Mais justement, il faut qu'on relève cela parce que l'histoire a retenu que la mission qui a été confiée à la CENI était une mission de supervision et d'organisation. Et en termes d'organisation et de supervision, il a été clairement établi à l'article 8 du Code électoral qu'il faut organiser une élection transparente. Mais si, dans des conditions qui ont été celles que nous avons observées le 28 avril dernier, il faut s'en tenir aux résultats et dire aujourd'hui que le Togo a un chef d'État digne de ce nom, je recuse. J'ai toujours recusé. La loi a toujours dit tous les résultats qui parviendront à la CENI doivent être des résultats validés par une plénière. Pendant que la plénière était en préparation, ça c'est les termes même du président de la CENI, où il a demandé aux deux rapporteurs d'informer le reste du bureau, à la fois où on l'attendait, il était sur un plateau en train de donner des résultats, tout en sachant qu'il y avait seulement quelques bureaux de vote qui avaient été pris en compte, avec des réserves, puisqu'il y a eu des difficultés au niveau de la Binan, au niveau de Tandjouaré et autres. Mais que le président de la CENI s'illustre de cette manière et qu'on nous dise aujourd'hui que cette élection-là a été une élection qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Je suis très éberlué. Je suis éberlué du fait que quand vous me parlez du Premier ministre sortant, qui dit qu'il a été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Même au-delà. Et qui dit qu'il a été au-delà même. Je me pose la question de savoir la feuille de route et dont les engagements ont été présentés devant l'Assemblée nationale. Les priorités étaient axées notamment sur les réformes, la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. La mise en œuvre des 68 recommandations de la CVJR. Mais au terme de sa mission, on se rend compte aujourd'hui, et ça, c'est à démontrer. Est-ce que les réformes telles que le Premier ministre, Terme Aoumé, l'ancien Premier ministre, j'allais dire, l'a présenté aux députés, est-ce que ces réformes ont été faites? Mais il y a eu quand même des initiatives. Vous n'allez pas peut-être, je dirais, occulter un peu ces dialogues qui ont eu lieu entre la classe politique qui devaient permettre à tous les acteurs de s'entendre sur les clauses de ces réformes politiques-là. Et puis il y a eu également l'introduction de ce projet de loi qui est issu de ces dialogues au Parlement. Et c'est au niveau du Parlement que le projet a été rejeté. Ce qui veut dire qu'au niveau du gouvernement, quand on prend le bilan du Premier ministre, il peut parce qu'il a pris l'initiative. Je crois savoir que, conformément à l'article 78 de la loi fondamentale togolaise, c'est-à-dire la Constitution? Oui, qui demande au Premier ministre de présenter son action de gouvernement devant l'Assemblée nationale. Je crois que le délai qui a été donné, si le Premier ministre avait su que le délai qui lui a été confié n'était pas un délai dans lequel il devait réaliser les grands axes de sa politique, je suis sûr qu'il n'allait pas dire que les élections, qu'il n'allait pas dire que les réformes seront faites. Je rappelle un peu en disant que ces réformes sont le fruit d'un accord, d'un compromis politique que tous les acteurs de la classe politique ont accepté, qui date du 20 août 2006. Alors, entre le 20 août 2006 et 2015, qui est-ce qui a empêché que ces réformes se fassent? Vous avez fait allusion tout à l'heure à ce projet de loi qui a été déposé. Qui sont ceux-là qui ont empêché? Parce que je sais que dans la démarche parlementaire, quand ce projet a atterri sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, cette démarche parlementaire demande à ce que la commission des lois s'en occupe, ce qui a été fait. Même si au niveau de la commission des lois, on n'a pas eu un consensus, mais la loi exige à ce qu'un rapport soit fait au président du Parlement.
quitte à lui de saisir le comité des présidents. Et c'est au comité des présidents qu'il revient de dire ce qu'il y a lieu de dire. Et la dernière étape à franchir pour qu'on nous dise aujourd'hui que ces réformes n'ont pas été faites parce que c'est la plénière. Est-ce que cette plénière a été convoquée par qui de droit? Non. Mais vous avez vu, là où, par exemple, les discussions ont achoppé, il y a eu une question de rétroactivité ou non de la loi. Vous avez vu par la suite deux groupes parlementaires qui se rejettent les responsabilités au niveau de l'échec de cette initiative prise par le gouvernement. Non, je crois savoir, comme quelqu'un le disait, que, d'ailleurs, en revenant un tout petit peu en arrière, que la feuille de route dont parlait l'ancien Premier ministre, qui dit qu'il est allé au-delà même, cache d'ailleurs un agenda caché du chef de l'État qu'il a nommé. Parce qu'on s'est rendu compte finalement que s'il nous dit aujourd'hui, Togolais, qu'il est allé au-delà de ce qui a été confié comme feuille de route, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que le Premier ministre sortant laisse les Togolais sur leur soif. Nous parlons aujourd'hui de l'effritement du pouvoir d'achat. Vous avez vu tous ces mouvements sociaux-là. Vous avez vu toutes ces grognes-là qui ont eu lieu dans le secteur. Mais il a dit à la passation de service qu'il n'y a pas de crise sociale. Justement, j'en viens là. J'en viens. C'est une aberration que le chef du gouvernement sortant dise ça. C'est une aberration. Parce qu'aujourd'hui, c'est sous son autorité qu'en l'espace de 3, 4 ou 5 semaines, on a fermé plus de 3 fois les établissements scolaires au Togo. Il n'y a pas eu de crise sociale. Il nous dit, les enfants étaient contraints de rester plus d'1 mois à la maison. On nous parle de congé. Il n'y a pas eu de crise. Il n'y a pas eu de crise. Les élèves étaient encore dans les rues, réclamant leurs professeurs, qui, à leur tour, étaient en train de réclamer que justice leur soit faite par rapport à leurs conditions de vie et de travail. Mais il n'y a pas eu de crise. Quand on a fermé le bloc opératoire et certains services sanitaires, est-ce que l'on est sincère en disant ces genres de choses? Il n'y a pas de crise. Non mais, je suis très éberlué quand j'ai écouté le Premier ministre sortant, très éberlué de l'entendre. Je me suis posé la question de savoir s'il est sincère, parce que il a même voulu blasphémer quand il dit il n'y a pas de crise. Parole de juste. Le Christ est lui-même, fils du Père, a dit ne m'appelez pas juste, seul mon Père est juste, mais qu'un être humain de la trempe du chef de gouvernement. Vous êtes en train d'aller sur le plan religieux. Non, j'explique. Disent, d'ailleurs, tout en mentant, tout en me disant qu'il n'y a pas eu de crise sociale, alors que dans un passé récent, il y a eu des micmacs entre lui et la centrale syndicale Synergie des travailleurs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on observe des grèves? Vous savez, il n'y a pas eu de crise sociale, il y a eu des grèves dans l'administration. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas de nuance entre les deux? C'est-à-dire, si on comprend bien, les grèves, il y en a partout, on en voit dans tous les pays, aux États-Unis, en France, dans les grandes puissances, les grands pays développés, on en voit. Mais la crise sociale, c'est un peu comme ça. Au Togo, il y a aussi eu des grèves. Maintenant, quelle nuance y a-t-il entre grève et crise sociale? Alors, sociale, c'est la société. Nous vivons dans une société, non? C'est ça, non? La crise, c'est un problème. Mais j'ai dit, le chef du gouvernement sortant serait un tout petit peu serein et humble envers lui-même s'il s'est rendu compte que celui qui l'a nommé à ce poste avait dit il y a quelques années qu'il faut faire les états généraux dans la santé et l'éducation, justement, deux secteurs clés qui ont des problèmes. Mais pourquoi fait-on des états généraux? Ils ont appelé les grandes assises. C'est parce qu'il y a un problème, justement. Et quand il y a un problème, il faut organiser les états généraux et trouver des solutions idoines pour pallier ces problèmes-là. Mais quand on nous dit aujourd'hui, avec l'effritement du pouvoir d'achat, vous avez vu, aujourd'hui, on nous parle de la cherté de la vie. Il nous laisse un Togo où même les produits de première nécessité, pour aller les chercher, il faut débourser plus que cela. Cela était quand il avait pris encore les rênes du gouvernement. Mais il ne peut en aucun cas nous dire ça. Il ne peut jamais le dire.
Est-ce qu'il n'a pas été peut-être victime d'incompréhension quelque part, puisqu'il a eu à le dire, on a compris ça dans ses propos, des gens qui viennent dans votre bureau vous sourire, vous tournent le dos et vous calomnient, des gens qui connaissent la vérité mais la travestissent, ainsi de suite, des propos qui disent long sur les difficultés que l'homme a affrontées ou auxquelles il a été confronté lorsqu'il était aux affaires de la primature. J'ai pu retrouver et j'ai pu être conformé dans mes esprits que c'est le système dans lequel lui-même, il s'est jeté, qui est comme ça. Il s'est jeté? Oui. Parce que déjà, au bout de 3 mois, quand il était encore Premier ministre, il devait se rendre compte qu'il y a un problème. Et ça, c'est le système. Si aujourd'hui il le dit, mais je crois savoir qu'il doit normalement se tourner vers son prédécesseur, celui qui était arrivé avant lui. Gilbert Fossou N'Gourou. Pour poser le problème à N'Gourou. Comment ça se passe? Mais s'il dit au nouveau, ah mais les gens viendront dans ton bureau sourire, et dès qu'ils tournent le dos, ils vont raconter des trucs, ils vont faire ci, c'est le système qui est comme ça. Et je crains que le nouveau Premier ministre subisse la même chose. Puisqu'il est arrivé dans un système... Là, vous êtes en train de prendre les paroles de Aoumé Zounou comme paroles d'évangile. Finalement, vous le croyez sur ce point-là? Non, c'est parce qu'il a fait l'expérience du système. Et il donne aux Togolais le fruit de cette expérience-là. C'est juste pour nous dire aujourd'hui que dans ce système-là, il y a trop de calomniateurs. Il y a des pépés parce qu'avoisinant déjà des âges qu'on ne peut même pas qualifier d'enfantins. 60 ans, 70 ans, 50 ans, 55 ans, mais qui se donnent des coups bas. Mais quand il parle de calomnie, c'est des coups bas. C'est le système. Il nous révèle aujourd'hui le système. Mais ce que j'ai pu comprendre, vous et moi, journalistes, il était question des rumeurs de certains journalistes qui allaient percevoir de l'argent à la primature. On a mené des investigations. Mais c'est lui qui vient confirmer aujourd'hui qu'il y avait un compte qu'on qualifie d'initiative du Premier ministre. C'était sous Fossou N'Gourou. Mais ça servait au projet citoyenneté et civisme. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Que lui, il a retrouvé 89 000 francs dedans. Et que pendant les 3 premiers mois, il a déboursé de sa propre poche. Et il s'est rendu compte finalement que ça ne servira à rien. Alors ces fonds-là venaient d'où? Il a dit. Mais c'est des vérités qui ont été confirmées. Une des vérités qui ont été confirmées. Mais pour ce qui concerne les fonds de la CAN, je ne comprends pas le Premier ministre qui nous avait dit à un moment donné qu'il allait faire le compte. Oui. C'était lui-même qui l'avait dit. Un seul rond nous restera dans la poche de personne. Mais soyez berlués, vous aussi comme moi, de comprendre le Premier ministre la dernière fois dire qu'il n'a trouvé un seul franc passé sous son nez et qu'il avait confié la gestion de ces fonds-là à des gens qui étaient compétents et puis aguerris à servir l'État. Qui ont bien géré, il a dit. Et on aura constaté ça dans les prochains jours, lorsque les comptes seront rendus publics. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de quelqu'un qui dit quelque chose le matin et le contraire? Il y a eu des contraintes peut-être. Contraintes? Par rapport à quoi? Peut-être, j'estime. Je crois que ce qui s'est passé, d'ailleurs, comme on l'avait dit, partant des réformes qui n'ont pas été faites, des recommandations de la CVJR qui n'ont pas été mises en œuvre. Et là, par rapport à la CVJR, vous n'êtes sans savoir que c'est sous lui quand même qu'on a mis en place le HCRUM et puis on connaît sous lui le médiateur de la République, on connaît sous lui cette idée novatrice qui va rassembler tous les acteurs autour d'une table pour réadapter les tests, les fondamentaux de notre pays à nos réalités. Et donc ça aussi c'est à son actif. Je voudrais que l'ancien Premier ministre la met sur la conscience, reconnaissent aujourd'hui que la feuille de route qu'il nous a présentée au Parlement, à travers les députés, n'a pas pris en compte son action gouvernementale par rapport à tout ce que je viens de citer. Mais on s'est rendu compte que au lieu de la feuille de route officielle, il y a eu une autre feuille de route officieuse
Vous en êtes sûr? Et je peux me conforter dans mon analyse en disant que il s'est même inspiré de cette maxime politique qui dit « n'est vrai en politique que ce qui n'a pas été dit ». Ce qui n'a pas été dit justement, c'est quand il nous dit qu'il est allé au-delà. Et on sait très bien qu'aller au-delà de la feuille de route qui lui a été confiée, il est allé au-delà de cette feuille de route officieuse qui a permis de maintenir son chef, celui qu'il a nommé là, au pouvoir. Parce que aujourd'hui, quand il parle des élections, il dit que l'élection d'avril passé s'est bien déroulée et que les Togolais ont compris. Les Togolais ont compris depuis qu'il y a eu proclamation de ces résultats jusqu'à aujourd'hui. Le Togo ne vit pas. Les Togolais vivotent. Vous devez le constater, vous aussi. En tout cas, je crois que c'était juste un retour sur la passation de service à la primature avec l'arrivée du Premier ministre Selom Komi Klassou. Et comme on en parle, selon vous, l'homme est arrivé et forcément il fait face à des réalités. Et quelle est l'équipe, selon vous, qui doit, ou la nature de l'équipe qui doit l'accompagner pour peut-être permettre aux Togolais, tel que vous le dites, de renouer avec la bonne vie, c'est-à-dire diminuer la tension par rapport à la vie chère? Non, mais par rapport à la vie chère, j'en viens, mais par rapport même à la politique qui est pratiquée dans notre pays, le nouveau Premier ministre ne peut rien faire tant que ce système est là. Pour réussir, il faut qu'il combatte le système. S'il doit combattre le système, je le conseille de se référer à ce que son prédécesseur a dit. Et les calomniateurs, par exemple? Les calomniateurs. Mais justement, est-ce qu'il a la poigne lui-même? On s'est rendu compte que le poste qui lui a été confié a été le fruit d'un remerciement. Quand on se rend compte aujourd'hui qu'il fut un liseur de motion il y a 30 ans, c'est pas moi qui le dis, ce sont les journaux qui le disent. C'est sur la base de ses compétences. Vous avez lu un peu son parcours, le parcours de l'homme. Et aujourd'hui, pour qu'il réussisse, il faut qu'il combatte ce système-là, à l'intérieur. Sinon, il ne réussira pas. Aujourd'hui, je me rends compte que quand on nous bourre les oreilles en disant qu'on a fait 2 élections et que la dernière s'est bien déroulée, je veux croire, je veux bien croire, si ceux qui aujourd'hui gouvernent ce Togo-là veulent vraiment respecter et les lois et les Togolais, j'en ai pour preuve. Vous savez qu'au sortir de la présidentielle d'avril dernier, je m'attendais à voir le chef de l'État se conformer à la toute première disposition de la loi fondamentale togolaise, en son article 145, une disposition spéciale qui lui fait obligation de déclaration des biens et de ses avoirs. Il ne l'a pas fait. C'est la continuité. Vous vous rendez compte? Quand ça doit changer, il faut que ça change et que les Togolais savent réellement que ça change. J'aurais bien voulu voir le monsieur Faure Gnassingbé apparaître devant l'écran et en présence de ceux qui doivent l'écouter et prendre pour parole d'évangile sa déclaration. Parce que la constitution togolaise lui fait obligation. C'est sur cette constitution-là qu'il a juré de servir la nation togolaise. Mais si aujourd'hui on se rend compte que celui-là même qui est le garant de cette constitution est le premier à le violer, à la violer plutôt, on se rend compte. Qu'est-ce que le nouveau Premier ministre viendra faire? Puisque nous sommes dans l'attente de l'investiture qui va arriver incessamment, je crois qu'à cette occasion... Je crois aussi que cette investiture viole la constitution togolaise. Parce que selon la constitution togolaise, même triturée, sodomisée, tripatouillée, modifiée, ne demande pas qu'au Togo qu'on fasse l'investiture, mais une prestation, comme cela a été fait la dernière fois. Très bien. On revient sur le front social par rapport à l'équipe qui doit accompagner Selom Komi Klassou. Selon vous, quelle doit être la nature de cette équipe? Je crois que vous avez vu ce Togo-là, juste à la veille de la présidentielle d'avril dernier, jusqu'à aujourd'hui. Je crois que, sincèrement, quand vous circulez un peu dans Lomé et ses environs, vous devez vous rendre à l'évidence que tous ceux qui vous approchent vous disent « Nous allons rester encore dans cette histoire-là. Nous serons encore sous ces gens-là. » Il faut avoir le courage de le dire. Tout cela,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en avril dernier, le Togo et les Togolais ont démontré à la face du monde qu'ils veulent un changement. Qu'ils veulent qu'une nouvelle équipe vienne faire ces expériences également. Vous savez et vous saurez qu'en avril dernier, le Togolais a montré à la face du monde sa soif de l'alternance. Si tel n'a pas été le cas, et que c'est encore la même équipe qui est là, on nous dira encore demain que c'est une minorité qui profite des richesses, qui s'accapare des richesses, pendant que la grande majorité végète dans la misère. Mais quand vous prenez la population togolaise, elle est majoritaire, jeune. Qu'est-ce qu'on fait à cette jeunesse-là? Quand le taux de chômage est très élevé, quand le taux de la pauvreté est exponentiel, qu'est-ce que vous voulez? Ah donc, le nouveau Premier ministre, je crois qu'il était dans ce navire-là depuis. Et il sait par où commencer, il sait par où terminer. Mais je ne voudrais pas qu'au terme de son mandat, qu'il vienne aussi nous dire qu'il y a eu un agenda caché. L'autre ne l'a pas dit parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il s'est très bien imprégné de cette maxime politique qui dit qu'en politique, n'est vrai que ce qui n'a pas été dit. Aujourd'hui, non mais laissez-moi continuer. Aujourd'hui, on peut se dire cette vérité que nous n'aurons rien de nouveau quand on se rend compte aujourd'hui que le chef de l'État lui-même ne veut pas que les choses évoluent. Le refus du chef de l'État au sommet d'Accra de limiter le mandat présidentiel au Togo, quand on sait que sur ces 50 dernières années, vous prenez tous les pays juste de la sous-région, il n'y a que seul le Togo qui n'a pas connu d'alternance, qui n'a pas connu de changement à la tête de l'État togolais. Seul le Togo. Mais le Togo vit dans un ensemble où j'ai été éberlué d'entendre un confrère dire qu'il faut parler de souveraineté. Mais oui, parler de souveraineté. Mais le Togo a accepté que son système économique soit uniformisé avec tous les autres pays de la sous-région. Mais pourquoi on ne veut pas? Et qu'on brandisse la souveraineté comme étant un alibi, quand on sait très bien que le système politique peut être uniformisé dans la sous-région. On va y revenir, on vous a assez compris. Il y a quelques jours, de fortes pluies s'abattent sur la côte, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Ghana. Et au Ghana, il y a eu un incident qui s'est produit avec environ 150 personnes disparues. Vous avez vu les images, c'était très horrible cette situation. Et selon les informations, c'est dû à l'explosion d'une station d'essence. Ce qui nous amène à poser aujourd'hui la problématique de stations d'essence en pleine ville ou à proximité dans les agglomérations, dangers et risques. Justement, nous venons sur le sujet Ildefonse Akpaki. Aujourd'hui, quel commentaire vous faites du fait que des stations d'essence poussent un peu partout dans notre cher pays, le Togo, surtout dans la capitale? Vous avez dans un rayon de 20-25 mètres carrés 2-3 stations d'essence. Je voudrais, avant de m'appesantir sur ce sujet, présenter toutes mes condoléances à ces familles éplorées ghanéennes et à l'État ghanéen, au peuple ghanéen. Je voudrais souhaiter prompt rétablissement à ces fils et filles africaines et africains qui aujourd'hui souffrent encore le martyre parce que des blessés, on en compte encore, qui ont été sérieusement brûlés et qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps et dans leur âme. Prompt rétablissement à eux. Sur ce problème, les stations qui poussent au Togo, il y a lieu de remonter à la source. Qui sont les propriétaires de ces stations d'essence? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que de vous à moi, nous ne sommes pas habilités à faire les démarches qu'il faut pour venir implanter une station d'essence. Parce que
les démarches se font à un haut niveau. Alors d'abord, pour débattre de ce sujet, posons-nous la question de savoir qui sont les propriétaires de ces stations d'essence. Et puis après, faisons la part des choses. Quand on sait très bien qu'il y a des institutions, il y a des services spécialisés qui sont là, qui travaillent sur la chose et qui savent pertinemment qu'on ne peut jamais accepter qu'il y ait des stations d'essence dans des agglomérations pour éviter ces genres de choses, surtout ce qui s'est passé au Ghana. Je crois que si vous arrivez à détecter les premiers propriétaires de ces stations d'essence et à faire les démarches qu'il faut vers ces services spécialisés qui donnent les autorisations, vous comprendrez que la grande majorité seraient les gros bonnets du pouvoir. Et quand on est un gros bonnet du pouvoir togolais, tout est permis. Mais ce qu'il y a lieu de faire, partant de l'exemple du Ghana, il faut interpeller les autorités togolaises, leur demander de faire en sorte qu'on épargne aux Togo et aux Togolais ce qui s'est passé au Ghana. Et demander à ces responsables de ces services spécialisés de tout faire pour désengorger ces agglomérations-là de ces stations d'essence. Je crois, pour ma part, en tant qu'informateur, sensibilisateur et éveilleur de conscience, ce que je peux dire, mais c'est ça. Mais je parie 1000 contre 1. Lorsque vous vous mettrez à investiguer, que vous comprendrez que ceux qui sont les premiers propriétaires ne sont pas loin de ceux qui dirigent ce pays. En tout cas, ça reste à vérifier. On attend de voir, mais c'est une forte réalité telle que nous le disons, puisque, comme on le dit souvent dans nos dialectes, lorsque vous voyez la case de votre voisin en train d'être brûlée, il faut savoir que c'est peut-être proche de vous. La dernière fois, je revenais du boulot et j'ai vu, c'était sous la pluie, j'ai vu dans une station au niveau de la capitale, vraiment tout un monde qui s'abritait. Et vous comprenez que c'était une pareille situation qui s'est produite à Accra. Et aujourd'hui, tel que vous le dites, c'est vrai que c'est une bonne chose que ces stations soient nombreuses pour permettre aux Togolais l'accessibilité aux produits pétroliers. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on puisse prendre des mesures données pour les réglementer? Nous ne disons pas que ce n'était pas réglementé, mais peut-être, vous savez, si aux États-Unis on parle de 4e amendement, 5e amendement, c'est parce que face à une réalité, il faut peut-être revoir une loi qui existait pour mettre à l'abri les populations. Oui, mais c'est la solution. C'est celle que vous venez de dire. Il faut revoir la réglementation. Vous l'avez si bien dit. Quand il y a une pluie, qu'elle soit torrentielle ou diluvienne, à Lomé, vous voyez comment les gens s'agglutinent. Nos frères que nous appelons communément Zémiliens, vous les voyez s'agglutiner dans les stations d'essence. Mais si c'est une pluie torrentielle qui a provoqué l'explosion d'une station d'essence et que chez nous, ici, on se rend compte que c'est comme ça les gens s'agglutinent dans les stations d'essence quand il y a ces pluies-là, il y a lieu de revoir la copie. S'il faut désengorger ces agglomérations-là, il faut les désengorger. Mais s'il faut prendre d'autres mesures de sécurité pour éviter aux Togolais ce qui s'est passé, il faut le faire. Tout compte fait. Il faut le faire. Moi, j'ai toujours dit, quand ça arrange ceux qui dirigent, ils le font. Mais quand ça ne les arrange pas, ils s'obstinent à le faire. Mais il faut qu'on s'imprègne de ce qui s'est... de cet événement malheureux qui s'est passé, qui s'est déroulé au Ghana pour corriger et éviter que cela ne se passe chez nous. En tout cas, est-ce qu'au niveau des populations, il faut des précautions? Parce que jusque-là, c'est vrai que les enquêtes se poursuivent au niveau du Ghana, puisque nous savons que généralement,
Entre griffes, il y a des fumeurs. Entre griffes, généralement, il y a aussi des mouteurs qui se prêtent à ces genres de situations, qui ne répondent pas, tel que je le dis, des mouteurs qui ne répondent pas, qui peuvent prendre feu à tout moment. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du bas peuple, oui, on peut prendre des mesures? Oui, il faut une éducation. Il faut une éducation. Et pour ce qui concerne le peuple togolais, il y a beaucoup à faire. Même si on dit que les dirigeants ne font pas ce qu'il faut faire, il faut aussi éduquer la population. Face à ces dangers-là, je crois que très vite, il faut mettre sur pied une équipe pour pouvoir sensibiliser de fond en comble la population togolaise. Je crois aussi que c'est l'occasion de crier haut et fort à l'endroit des gouvernants togolais pour que ils essaient de voir ce que vivent les populations de l'intérieur. Parce que, soit dit en passant, quand vous voyagez à l'intérieur du pays, il est vraiment difficile qu'on trouve une seule station d'essence où s'approvisionner en produits pétroliers. Pendant que dans la capitale... J'ai fait un petit calcul la dernière fois, si vous permettez, de hôpital à GTA, on a 7 stations d'essence. Pendant que dans certaines villes du Togo, vous allez voir ces stations-là dont les machines sont dans un état de vétusté totale, ou dans certaines, on n'en trouve même pas. Je crois. C'est d'ailleurs pour ça que moi je parle de désengorgement. Parce qu'il faut le faire. Et il faut aussi éduquer la population pour éviter ces genres de fléaux. Voilà, pour éviter ces genres de fléaux, justement, tel que vous le dites, dans les stations, on observe des fois des inscriptions, on met une croix rouge sur les téléphones mobiles, on met une croix rouge sur la cigarette, un peu de tout. Et il y a une loi dans notre pays qui réglemente un peu cette affaire de cigarette, sauf qu'on ne sent plus d'effet de cette loi. Non, mais est-ce que c'est sentir l'effet de cette loi? Je crois... Et vous m'excusez quand je parle de la démission. Parce que les gens voudraient avoir des gendarmes derrière avant d'éviter de fumer. Il faut le faire. Je crois que quand moi je parle des fois de la démission de l'État togolais, ce n'est pas faire mal à qui que ce soit. Avant d'arriver à ce sujet-là, je voudrais juste, pour cette question de la propriété de l'État, la propriété des maisons, à l'époque, il y avait des agents de service d'hygiène. Et aujourd'hui, ou bien depuis un certain moment, on se pose la question de savoir où sont partis ces agents d'hygiène. Et vous allez voir des tas d'ordures, vous allez voir des eaux stagnantes dans lesquelles on jette des ordures, que ça soit devant des maisons ou sur des lieux publics. Mais où sont-ils partis, ces agents d'hygiène qui circulaient dans les maisons quand les toilettes ne sont pas propres, qui disent ce qu'il y a lieu de faire? Où sont-ils passés? Mais je crois que tout ça là participe à la démission de l'État parce que ce ne sont pas les populations qui ont demandé à ne pas le faire. Rappelez-vous que quand la question de port de casque a été de mise et que les agents de sécurité étaient à tous les carrefours, dans les coins et recoins, pour non seulement verbaliser, mais aussi arrêter. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui que les gens sont ou pas? Oui, il faut faire le gendarme devant les gens. Il faut le faire pour que ça soit bon. Il faut le faire pour éviter le pire. Il faut le faire pour que notre État devienne réellement un État, un vrai État. Il faut vraiment le faire tel que vous le dites. Et puis par moment, vous voyez à proximité des stations d'essence, nous restons toujours un peu dans ce sillage-là. Vous voyez par exemple des bonnes femmes qui font le ménage à côté, qui font le feu à volonté. Et à côté, des fois, vous voyez ces camions qui arrivent, qui font le dépotage. Est-ce qu'on doit demander à ces femmes de quitter? Vous avez parlé des désengorgements. Quelle doit être la politique pour que vraiment ces stations d'essence soient éloignées un peu? J'ai l'habitude d'écouter le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dire « force doit rester à la loi ». Oui, mais pourquoi dans ces genres de situations, force ne reste pas à la loi? Et c'est quand il faut dégager
les militants de l'opposition qui manifestent, force doit rester à la loi. Je crois que si force doit rester à la loi, quand la loi dit qu'il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Il faut que force soit à la loi pour qu'on corrige ce genre de choses et qu'on évite. Moi, je dis éviter au Togo et aux Togolais le pire. Je suis sûr que si on montrait ces images-là d'Accra, si on les montrait comme cela se doit à chaque Togolais, on comprendrait qu'il faut prendre des habitudes, on comprendrait qu'il faut adopter des comportements pour éviter ces genre de choses. Je crois que force doit rester à la loi pour qu'on essaie d'enrayer ce fléau-là. Donc en clair, aujourd'hui, si on doit interpeller les autorités, il faut également sensibiliser les populations. Ah, mais il le faut. Il faut éduquer et sensibiliser la population sur tout ce qui peut emmener ces genres de choses, tout ce qui peut occasionner ces pertes en vies humaines qui sont des gâchis. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Très bien. Maintenant, il y a un autre aspect de la chose. Vous n'êtes sans savoir que depuis quelque temps, c'est vrai que maintenant ça a baissé un tout petit peu, mais on a assisté à des coupures intempestives. Et par endroits, lorsqu'on remet le courant, l'électricité, ça provoque des fois des incendies dans des maisons, comme ce fut le cas récemment quelque part dans la capitale à Bekbota, où toute une habitation a été emportée par les flammes. Et nous ne sommes sans savoir également que dans les stations d'essence, on utilise forcément l'électricité. Là aussi, est-ce que, je ne sais pas s'il y a de l'expertise quand on a déjà l'autorisation d'installer, est-ce que le travail est suivi parce que le souci ici est de voir à peu près ou de minimiser ce qui est peut-être risque possible pour éviter, parce que quand je revois encore l'implantation de certaines stations par rapport, parce que vous prenez par exemple à Baie à côté, vous avez le marché pratiquement entre deux stations d'essence. Ouando et Cap. Voilà, ce qui veut dire que le jour où cette situation-là arriverait, on n'aura peut-être pas 150 personnes comme à Accra, mais on aura plus que ça. Oui, mais on aura plus que ça, et il faut le rappeler parce que nos services, les sapeurs-pompiers ne sont même pas équipés comme cela se doit. Rappelez-vous l'incendie des marchés de Lomé, il a fallu que les sapeurs-pompiers quittent Accra pour venir prêter main forte à l'équipe de sapeurs-pompiers togolais qui pratiquement était sur le terrain mais qui n'arrivait même pas. Le courant d'eau n'atteignait même pas. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et je crois aussi qu'il faut revoir ce côté de la chose et faire en sorte que tous les problèmes sociaux, même si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a pas de problème, que tous ces problèmes sociaux... Il n'y a pas de crise sociale. Oui, mais soient pris en compte. Je veux qu'on soit sincère avec les Togolais. Ceux qui veulent diriger les Togolais contre le gré des Togolais doivent comprendre aujourd'hui que ce qu'il y a lieu de faire, même si c'est une minorité qui en profite, il faudrait maintenant revoir la copie. Que tous ces problèmes, qu'on essaie de leur apporter des solutions idoines. Ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux coupures, ne parlons pas de coupures, parlons de délestage. Parce que sur au moins 3 semaines ou 4 semaines, ça a été toujours le cas. C'est maintenant que ça tend petit à petit à être résolu. Mais vous avez fait allusion à quelque chose auquel j'ai assisté chez un ami qui avait eu coupure. Et quand coupure d'électricité, on était dans sa chambre et quand on a redonné le courant, ça a abîmé tous ses appareils. C'était devant moi. Mais c'est là peut-être qu'il n'a pas mis en application les recommandations de la CET qui demande tout le temps à ce que les appareils soient débranchés après une coupure et ne soient rebranchés qu'après remise de l'électricité. J'avais justement pensé à ça. Je me suis dit que c'était quelque chose comme ça qui s'était passé. Mais j'étais très éberlué quand on s'est déplacé le même jour, à la même minute, à la direction de la CET pour aller faire signaler cet état de choses.
j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui étaient venus, qui disaient qu'ils avaient respecté le truc, mais et qui se sont rendus compte que l'intensité du courant qui était arrivé même a fait péter leur machine, qui était éteinte. Ça a fait exploser des ampoules. Ils n'ont pas dit d'éteindre, ils ont dit de débrancher. Et ça a fait exploser des ampoules. Est-ce à dire qu'on devait aussi enlever les ampoules? Ah, mais c'est la grande question qu'il faut se poser. Ne me la pose pas à moi, mais il faut la poser à ceux qui gèrent l'énergie au Togo. Oui, parce que moi, je ne gère pas l'énergie. Moi, je suis journaliste. Je constate que c'est ce qui s'est passé. On va peut-être les chercher pour qu'ils puissent nous expliquer. Parce que, surtout que nous sommes en saison pluvieuse aujourd'hui, où la pluie également envahit et cause des situations que nous connaissons. Il va falloir vraiment mettre à l'abri les populations. Donc, je crois bien que nous allons les chercher pour avoir de plus de précision autour de ces sujets. Il nous reste moins de 10 minutes à passer dans cette émission. Nous allons retourner dans la capitale togolaise, plus précisément à Atikou, au niveau des passages à niveau, les rails qui nous permettent de faire la liaison entre le Ghana voisin et notre pays. Et c'est vrai que c'est pour permettre aux populations des deux pays de communiquer, d'échanger de marchandises ou du moins de faire prospérer les produits industriels. Aujourd'hui, c'est devenu un danger permanent que courent les populations. La dernière fois, juste à passer environ 1 heure sur place, il y a eu plus de 15 accidents. Pas de confrontation directe entre les engins, mais c'est des engins qui se renversaient, surtout les deux roues, par les rails, les ferrailles, on va dire, mouillées. Et là, finalement, c'est vrai, la presse togolaise a crié à l'époque à plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez cette situation finalement? Non, je ne comprends pas. Mais ce que j'ai à dire par rapport à la circulation globale, au mouvement dans le pays actuellement, prenons un exemple. Certains quartiers dont les travaux de bitumage de route sont à l'honneur, c'est que ce que je n'ai pas compris, c'est le fait qu'on essaie de bitumer une voie. Bonne chose. Mais qu'on se rende compte que les déviations, ces routes sur lesquelles les usagers, ces routes qu'ils doivent emprunter, ne sont pas des routes qui garantissent une sécurité à ces usagers-là. Il faut prendre juste au niveau de Casablanca, où la route a été déviée. Vous allez voir que c'est un parcours de combattants, c'est un chemin de croix. Et surtout, en cette saison de pluie, vous avez des crevasses, vous avez ces nids de poules. Au lieu qu'on essaie d'emmener des engins lourds pour raser la voie et permettre niveler un peu, niveler et permettre aux usagers d'être de circuler dans de bonnes conditions, non seulement ces trous, ces crevasses et ces nids de poules qui sont constatés un peu partout sont aussi source d'accidents, sont source de problèmes de santé. Parce que chaque fois quand vous tombez dans le trou et que vous sortez et vous arrivez chez vous, vous avez soit des courbatures, vous avez un peu mal partout. Maintenant, pour ce que vous dites, je crois que une attention particulière doit être de mise pour tout usager qui emprunte cette voie-là. Et c'est l'occasion aussi d'interpeller. On ne cessera jamais d'interpeller l'autorité. Je crois aussi que les services ou bien les forces de sécurité et d'ordre ne sont pas là juste pour gazer les manifestants, mais pour prendre soin de ce que non seulement la sécurité des citoyens est de mise, mais aussi de veiller à ce que nous dénonçons tout à l'heure là soit réglementé par eux. Je l'ai dit tout à l'heure en donnant l'exemple de port de casque, il a fallu qu'on les poste un peu partout dans les feux tricolores et partout, et ça a marché. Je ne vois pas quel usager de la route aujourd'hui peut être récalcitrant envers les agents de sécurité ou d'ordre postés. Vous les voyez chaque fois là
vous êtes obligé, quand vous quittez chez vous à la maison et que vous avez une moto, vous devez vous rendre compte que vous devez porter votre casque. C'est ça. Je crois qu'il faut aussi que ces agents de sécurité, d'ordre, soient à ces points-là pour éviter aux Togolais ce qu'ils vivent là. Et que, en parlant maintenant de ces usagers, qu'ils se rendent compte aussi qu'ils doivent faire doucement quand ils sont dans ces genres de situations. Je crois que là, il faut situer les responsabilités. Voilà. Parce qu'il y en a qui, on va parler un peu de la vitesse de circulation. C'est vrai qu'il n'y a pas de panneau qui limite ça à peu près sur nos voies, mais on comprend aujourd'hui qu'on a affaire à une forte ascendance de jeunes qui ont comme slogan, je ne sais pas, quand ils prennent une moto, c'est comme s'ils veulent écraser la moto sur la route. Voilà. Et ils vont à une vitesse vraiment inestimable. Ah, ouais. J'en connais qui vraiment ne respectent pas les vitesses. Oui. Je crois qu'une sensibilisation doit être faite aussi de ce côté-là. Et comme ça se fait dans des pays développés, hein, il faut essayer de mettre la main sur ces usagers de la route récalcitrants, hein, les arrêter, les faire payer des amendes et puis demain ils seront. Voilà, donc mettre tout le monde au pas. Voilà. On a pratiquement épuisé tous les sujets inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui, mais on va revenir puisque nous sommes toujours dans la saison pluvieuse. On va revenir sur la situation que les Togolais vivent par rapport à cette saison pluvieuse. On voit par endroits que les populations sont sinistrées. C'est vrai que l'État, le gouvernement a débloqué 138 millions pour venir en aide à ces populations. Mais à un moment donné, il y a certains observateurs qui estiment qu'à un niveau donné, il y a une responsabilité de la part de ces populations-là aussi. Débloquer 138 millions ne veut rien dire. Si aujourd'hui... Il faut quand même assister les sinistrés. Oui, mais il faut les assister, mais ça ne veut rien dire. Mais dites-moi, si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités pour essayer de mettre dans des conditions qu'il faut la population, en demandant au service de lotissement et à l'urbanisme de faire le travail qu'il faut. Si nous avons des caniveaux, il faut les curer. Si nous n'avons pas, il faut les faire. J'ai assisté, tout ébahi, à un spectacle il y a 2 semaines au niveau de Badago quand il pleuvait. Et j'ai vu le courant d'eau qui emportait les femmes. Et il a suffi seulement, quand tu veux traverser, que 2 costauds viennent te faire traverser, je te dis, le courant d'eau. Mais qu'est-ce qui fait que, depuis des années, on sait très bien que ce quartier-là est réputé quartier inondable. Mais qu'est-ce que l'État fait concrètement pour que ce quartier soit pris en compte et que l'urbanisation de ce quartier soit de mise? Qu'est-ce que l'État fait? L'État va attendre quand il y aura des pluies diluviennes, des orages, quand les maisons des gens seront remplies, inondées, l'État va attendre à aller donner de l'argent, à aller donner des vivres. Et la vie continue. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. L'État doit prendre ses responsabilités. Au-delà même de ce que nous constatons sur les voies, où quand il y a une petite pluie, les gens n'arrivent même pas à emprunter les voies. Il faut également penser au lotissement parce qu'il y a des zones inondables où, quand vous vous rendez, vous allez voir que c'est de la merde. L'État a l'obligation de dégager ces gens-là pour éviter des drames. Je crois. Si on parle aujourd'hui, les observateurs dont tu as fait allusion tout à l'heure ont pleinement raison. Et moi, j'ajoute, l'urbanisation de la ville, de notre capitale,
comment elle se fait. J'étais en face d'un confrère la dernière fois qui dit qu'il n'y a pas lieu qu'on jette le tort sur l'autorité. Je dis non. Quand l'autorité éduque, comme on a éduqué les Ghanéens à Accra, est-ce que vous pouvez manger jeté par terre à Accra? Comment se fait-il que ça pu réussir à Accra? Je ne dis pas que les Ghanéens sont plus intelligents que nous, les Togolais, mais je dis comment ça s'est fait. Mais il faut quand même qu'on arrive à un niveau où il ne faut pas que seulement la présence des gendarmes derrière nous force à bien nous comporter. Il faut éduquer. Aujourd'hui, j'ai mal de parler du civisme. J'ai mal de parler de la citoyenneté. Quand les premiers responsables de ce pays-là ne sont même pas des exemples, de bons exemples à suivre. Vous voyez quelqu'un qui vous dit parole de juste, mais qui sait qu'il est en train de mentir? Mais non. Très bien, on vous a assez compris. Malheureusement, on n'a plus de temps. Nous avons épuisé toutes les minutes. Mais avant votre dernier mot, nous avons le journal Nouvelle Opinion qui vient de nous parvenir et qui s'est intéressé au Niger avec son titre « Près d'un quart de la population en insécurité alimentaire », article à lire à la page 6 du journal. Et puis, mécontentement des conducteurs de taxi-moto à Lomé, le ministre Yark lance un appel aux propriétaires des motos saisies d'aller faire gratuitement le retrait. Et puis, Johannesburg, 25e sommet de l'Union africaine, l'autonomisation de la femme, la grande préoccupation. Et puis, le Mali, la Libye, le Burkina, le Burundi, ainsi que le prochain sommet sur la sécurité maritime au Togo au centre des débats. Article illustré avec la photo du ministre togolais de la diplomatie, Robert Doucet. Jean-Pierre Favre à la croisée des chemins, mise en veilleuse ou fin de la lutte pour la récupération de la victoire volée, s'interroge Nouvelle Opinion. Autre article, le gouvernement classe sous très attendu. Quelle serait la couleur du prochain exécutif togolais? Point d'interrogation. Le volontariat au service du développement de la citoyenneté, de l'inclusion et de la solidarité. Un plan stratégique adopté pour les 5 prochaines années pour l'ANVT. Et puis lutte contre la violation des droits de l'enfant en Afrique de l'Ouest. L'UCOA sollicite le partenariat des acteurs des médias. Et dernier article, pour le bon fonctionnement des établissements privés laïcs et confessionnels du Togo, la commission de contrôle des agréments était en tournée sur le terrain. Voilà donc pour ce qui concerne la une du journal Nouvelle Opinion. On va terminer sur la note sportive en guise de dernier mot, Ildefonse. Hier, les éperviers, difficilement, on va le dire, avec courage, étaient venus hier à bout du Libéria, les Lone Stars, 2-1. Je crois aussi que c'est la tâche qui attend le prochain gouvernement, relever la performance des sélections sportives. Surtout de l'équipe nationale togolaise. Mais ce matin, j'ai été un tout petit peu malheureux quand j'ai écouté les propos d'Adebayor qui dit qu'on lui a retiré le titre de capitaine et pour ce faire, il n'allait pas jouer les prochains matchs. Je crois qu'il doit arriver dans ce pays où on doit faire un exercice d'humilité pour ceux qui croient être à la hauteur des autres Togolais. Merci beaucoup, on vous a assez compris. Ce sera tout donc pour cet entretien aujourd'hui dans votre émission Grand Jury. Nous fermons ainsi les pages de ce numéro de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Et surtout, nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous. Aidez-nous à mieux vous servir. Nous disons tout simplement merci à nos techniciens, merci à ceux qui nous ont suivis, merci également à Ildefonse Apaki. Je rappelle qu'il est le directeur général de Togo Vision et directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Merci à tous les médias partenaires et à tous les Togolais de la diaspora. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Bon début de semaine. Au revoir.